Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un document vraiment clé pour la sécurité numérique, le guide de la NSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, celui sur l'authentification multifacteur et les mots de passe. Oui, la version 2.0 d'octobre 2021. C'est une référence technique, oui, mais c'est aussi important pour la conformité, hein. La SNIL s'y réfère pour le RGPD, notamment les articles 5 et 32 sur la sécurité. Donc ça concerne à peu près tout le monde dans l'IT et la sécurité, les devs, les admin 6, les RSSI, les DSI. Et même les utilisateurs finaux, en fait, parce que ça touche directement à la manière dont on accède à nos comptes tous les jours. Exactement. Alors notre objectif, c'est de décortiquer ça, de sortir les recommandations les plus importantes pour mieux protéger nos accès, sans se noyer dans le jargon technique si possible. On va chercher les pépites, quoi. C'est ça. Et il faut préciser un truc d'entrée. Le guide se concentre vraiment sur l'authentification des personnes, des humains face aux machines. Ah oui, Pourquoi cette précision? mais parce que c'est là qu'il y a le plus de risques liés à l'erreur humaine, à l'ingénierie sociale, au phishing. C'est différent de l'authentification machine à machine, qui a ses propres problématiques, mais qui est moins sujette à ce type d'attaque, disons. D'accord, je vois. Et ça nous amène à la question, pourquoi nos bons vieux mots de passe, tout seuls, ils ne suffisent plus? Et qu'est-ce que l'ANSSI nous dit de faire concrètement? Bon, allons-y. Alors commençons par le début, les mots de passe. On en utilise partout, ça semble simple. Mais le guide le dit bien, c'est plein de failles. On sait tous que c'est une galère de mémoriser des mots de passe longs, compliqués et surtout différents pour chaque site. Ah ça oui, Du coup, on fait quoi? On prend des raccourcis, des mots simples, sa date de naissance, le nom du chien, et surtout, on réutilise le même mot de passe un peu partout. exactement. Et ça, les attaquants, ils adorent. C'est du pain béni pour eux. Ils ont tout un arsenal. Les attaques par dictionnaire, où ils testent des listes de mots courants. Classique. La force brute, bon, ça marche moins bien si le mot de passe est long, mais quand même. Et puis, il y a une technique assez redoutable, le password spraying. Le password spraying, c'est-à-dire? En gros, au lieu de bombarder un seul compte avec plein de mots de passe, l'attaquant prend un mot de passe très faible ou très courant, genre Bienvenue 1 ou Printemps 2024, ce genre de choses, et il l'essaie sur des milliers de comptes différents sur une même plateforme. Ah, malin. Oui, parce que ça passe souvent sous les radars des systèmes de détection qui surveillent les échecs répétés sur un même compte. Là, il y a juste un essai par compte. Et statistiquement, il finit toujours par trouver quelques comptes où ce mot de passe faible fonctionne. D'accord. Et même si on a choisi un bon mot de passe au départ, il n'est pas à l'abri. Mais non. Le phishing, l'hameçonnage, ça reste un énorme problème. On reçoit un mail qui a l'air officiel, on clique, on arrive sur une page qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la vraie, et hop, on donne son mot de passe. L'ingénierie sociale aussi. On se fait manipuler au téléphone, par exemple. Et puis il y a les fuites de données. Voilà, les fameuses fuites de bases de données. Des millions, des milliards de couples identifiant mot de passe, ou plutôt l'empreinte du mot de passe, qui se retrouvent sur le dark web. Si on réutilise le même mot de passe sur le petit forum de discussion et sur sa boîte mail principale, la faille du petit forum peut ouvrir la porte de la boîte mail. La réutilisation, c'est vraiment le point faible majeur. C'est clair. Et face à ça, justement, l'ANSSI pousse une autre approche logique, l'authentification multifacteur, la MFA. On en entend parler partout, le guide la recommande très fort, c'est la recommandation R1, je crois. Mais c'est quoi exactement? Alors le principe est simple. Il faut prouver son identité en utilisant au moins deux facteurs d'authentification différents. Et le point clair, c'est qu'ils doivent appartenir à des catégories différentes. Des catégories? Oui, il y en a trois principales. Premièrement, ce que l'on sait, c'est la connaissance. Typiquement, le mot de passe, la phrase de passe, un code PIN. Ok, Ce que l'on possède, la possession. Là, c'est un objet physique, une carte à puce, une clé USB sécurisée, type FIDO, ou même son téléphone mobile, via une application d'authentification par exemple. d'accord. Et la troisième? Et troisièmement, ce que l'on est. C'est l'inhérence, la biométrie. L'empreinte digitale, la reconnaissance faciale, l'iris, la voix. Ok, savoir, posséder, être. C'est ça. Et ce qui est hyper important, c'est de bien combiner les catégories. Par exemple, si un site demande un mot de passe et un code PIN, ce n'est pas du multifacteur au sens strict. Ah bon? Pourquoi? Voilà.
Parce que le mot de passe et le code PIN, c'est la même catégorie, ce que l'on sait. Si quelqu'un arrive à obtenir les deux, par exemple en regardant par-dessus votre épaule ou avec un logiciel espion, il a tout ce qu'il faut. D'accord. L'intérêt de la MFA, c'est de mélanger. Si un attaquant vole votre mot de passe, facteur savoir, il lui faut aussi voler votre téléphone, facteur posséder, ou tromper votre reconnaissance faciale, facteur être. Ça complique énormément sa tâche. Ok, c'est plus clair, hein, mélanger les genres. Mais alors, on entend aussi parler d'authentification forte. Est-ce que MFA égale authentification forte? Non, pas forcément. C'est une nuance importante que fait le guide. L'authentification forte, selon l'ANSSI, ça repose sur des mécanismes cryptographiques solides, souvent des protocoles de type défi-réponse. Défi-réponse. Oui. En gros, le serveur envoie une question unique, un défi, et le moyen d'authentification, mettons une carte à puce ou une clé FIDO, doit calculer la bonne réponse en utilisant une clé secrète qu'elle seule connaît et ne révèle jamais. C'est conçu pour résister à des attaques réseau, comme l'écoute, le rejet d'une ancienne authentification ou l'attaque de l'homme du milieu. D'accord. Et des exemples concrets de moyens forts? Les certificats électroniques sur carte à puce, c'est un cas classique, hein. Les standards comme FIDO2, qui sont derrière beaucoup de clés de sécurité USB, ou l'authentification via téléphone, et certains types de mots de passe à usage unique, les OTP, comme TOTP, se baser sur le temps, qu'on a dans les applis type Google Authenticator, ou HOTP, basé sur un compteur, à condition que le secret initial soit bien protégé. Donc, si je comprends bien, on peut avoir une MFA qui n'est pas considérée comme forte. Exactement. Une MFA est considérée comme forte si au moins un de ces facteurs est lui-même fort. Par exemple, mot de passe savoir, pas fort, plus clé FIDO2, possession, fort, égale MFA forte. En revanche, mot de passe savoir, pas fort, plus empreinte digitale être, considérée comme pas fort par l'ANSSI, on y reviendra, égale MFA, mais pas forcément forte. OK. Et l'ANSSI recommande de privilégier les moyens forts, j'imagine. Oui, c'est la recommandation R2. Privilégier les moyens d'authentification forts dès que le niveau de sécurité requis le justifie. Justement, le niveau requis. J'imagine qu'on ne va pas mettre une clé FIDO2 pour réserver un terrain de tennis en ligne. Ça semble un peu excessif. Tout à fait. Et c'est une autre recommandation majeure du guide, la R3. Il faut faire une analyse de risque. Adapter la sécurité au contexte. On ne protège pas l'accès à des données de santé ou à un système industriel critique de la même façon qu'un forum de discussion. Logique. Cette analyse, elle doit regarder la sensibilité des données, l'impact si ça fuite ou si quelqu'un prend le contrôle, mais aussi les menaces réelles. Est-ce qu'on est une cible pour des pirates informatiques ou juste pour des attaques opportunistes? Et il n'y a pas que la sécurité pure et dure à considérer, j'imagine. Non, et c'est crucial. Il y a l'expérience utilisateur. Si c'est trop compliqué, trop pénible au quotidien, les gens vont râler. Et pire, ils vont essayer de contourner le système. La sécurité ne doit pas devenir un frein inutilisable. Il faut aussi penser à la complexité pour les équipes qui déploient et gèrent ça. Et parfois, le contexte opérationnel est spécifique. Dans une usine, sur une chaîne de montage, il faut parfois un accès hyper rapide. Ça peut influencer le choix. D'accord. Et un point important aussi, non? Mettre de la MFA, ça ne veut pas dire qu'on peut relâcher la sécurité ailleurs. Absolument. Le guide le rappelle, attention au faux sentiment de sécurité. Si le poste de travail de l'utilisateur est compromis par un malware qui enregistre tout ce qui est tapé ou qui prend le contrôle de la session après l'authentification, la MFA n'aura servi à rien. Ça doit s'intégrer dans une sécurité globale au mieux. Poste de travail sécurisé, serveur sécurisé, etc. Très clair. Bon, même si on met en place la MFA, le mot de passe reste souvent un des facteurs. Et le guide y consacre tout un chapitre avec des recommandations assez précises. Par exemple sur la longueur. Ça a évolué, non? Oui, l'ANSSI met vraiment l'accent sur la longueur minimale, plus que sur la complexité, un chiffre, une majuscule, un symbole, même si ça reste utile. Ils disent viser au moins 12 voire 14 caractères pour une robustesse moyenne à forte, et 15 ou plus pour du fort à très fort. Pourquoi la longueur est si importante? Parce que la difficulté pour une attaque par force brute augmente de façon exponentielle avec chaque caractère ajouté. C'est mathématique. Et un autre truc intéressant, l'ANSSI recommande de ne pas mettre de limite maximale trop courte. Ah oui. Oui, pour permettre les phrases de passe, une suite de 4 ou 5 mots aléatoires, ça peut faire 20 ou 30 caractères, c'est hyper robuste et parfois plus facile à retenir qu'un truc comme p@asword 78. Si on limite à 10 caractères, on interdit ces phrases de passe. D'accord. Et alors, la fameuse complexité majuscule, chiffre, spécial, on oublie?
Non, on n'oublie pas complètement. Ça aide un peu contre les attaques en ligne, quand l'attaquant essaie directement sur le site. Mais contre les attaques hors ligne, quand il a volé la base des empreintes, c'est moins efficace. Les outils de cassage modernes testent automatiquement toutes les variations classiques. A devient at, on ajoute 123 ou point à la fin. Alors qu'est-ce qui est vraiment efficace pour avoir des mots de passe robustes? Ce sur quoi l'ANSSI insiste beaucoup, c'est les contrôles au moment où l'utilisateur choisit son mot de passe. C'est la recommandation R27. Il faut absolument vérifier si le mot de passe proposé ne fait pas partie d'une énorme liste de mots de passe déjà connus, comme étant faibles ou ayant fuité. Ah oui, les listes de mots de passe compromis. Exactement. Il faut aussi bloquer les mots de passe trop simples et les suites logiques, 1, 2, 3, 4, 5, 6, AZERTY, ceux qui contiennent le nom d'utilisateur, le nom de l'entreprise, des infos personnelles évidentes. Ça, c'est beaucoup plus efficace que juste forcer un caractère spécial. Ok, et alors le truc qui fait débat, le changement de mot de passe obligatoire tous les 3 mois, fini ou pas? Alors là, oui, c'est un changement important par rapport aux anciennes pratiques. Pour les comptes utilisateurs normaux, sans privilège particulier, l'ANSSI déconseille maintenant d'imposer une expiration périodique obligatoire. Ah, carrément. Mais pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que ça poussait les utilisateurs à faire des modifications minimes et prévisibles. Genre mot de passe hiver 2023, puis mot de passe printemps 2024, ou juste changer le chiffre à la fin. Toto 1, Toto 2, Toto 3. Si un attaquant a l'ancien mot de passe, deviner le nouveau devient trivial. D'accord. Donc, l'ANSSI considère que le risque créé par ces mots de passe faibles et prévisibles est plus grand que le bénéfice d'une rotation fréquente, à condition bien sûr que la politique initiale soit robuste. Mots de passe longs, vérifiés contre les listes noires, etc. Mais ça, c'est pour les utilisateurs lambda. Et pour les admins? Ah, là c'est différent. Pour les comptes à privilèges, les comptes d'admin, les comptes de services critiques, vu leur sensibilité, le guide maintient la recommandation d'une expiration périodique, mais peut-être sur une durée plus longue, genre 1 an ou 3 ans, ça dépend du risque, Et bien sûr, si on suspecte une compromission, on change tout de suite. évidemment. Révocation immédiate du mot de passe suspecté, c'est la R6. Ça ne change pas. Ok, autre point crucial. Comment on stocke ces mots de passe côté serveur? Si la base de données fuite, c'est la catastrophe, sinon... Absolument. C'est même l'un des points les plus critiques. Règle d'or, jamais, au grand jamais, en clair. Il faut stocker une empreinte, un haché. Mais attention, pas n'importe lequel. C'est-à-dire MD5, SHA-1, c'est mort. complètement. Et même SHA-256 ou SHA-512 utilisés seuls, ce n'est plus suffisant. Avec la puissance de calcul actuelle, notamment des cartes graphiques, un attaquant peut tester des milliards de mots de passe par seconde contre ces hachages rapides. Donc il faut quoi? Il faut utiliser des fonctions de hachage spécialisées pour les mots de passe. Elles sont conçues pour être volontairement lentes et pour consommer de la mémoire. Ça rend le cassage hors ligne extrêmement coûteux et lent, même avec du matériel dédié. Les noms à retenir, c'est Argon 2, souvent considéré comme le meilleur, Script ou à défaut PBKDF2, mais en le configurant avec un nombre d'itérations très très élevé. C'est les recommandations R28 et R29. Lente et gourmande, d'accord. Et il y a aussi l'histoire du sel, non? Indispensable. Le SEL, SALT en anglais, c'est une chaîne de caractères aléatoires, assez longue, au moins 16 octets, 128 bits, et surtout unique pour chaque utilisateur. On combine ce SEL au mot de passe de l'utilisateur avant de calculer l'empreinte. Et ça sert à quoi? Même si deux utilisateurs ont choisi le même mot de passe, bonjour 123 par exemple, comme leur SEL est différent, l'empreinte stockée dans la base sera différente. Ça empêche les attaquants d'utiliser des attaques par table précalculées, les fameuses Rainbow Tables. Le SEL est stocké en clair à côté de l'empreinte, ce n'est pas un secret, mais son unicité est capitale. Ok, c'est technique, mais super important. Bon, gérer tout ça, des mots de passe longs, uniques, aléatoires, c'est une tannée pour l'utilisateur. Le guide parle des gestionnaires de mots de passe, les coffres-forts. Oui, et c'est fortement recommandé, R31, R34. Un bon gestionnaire de mots de passe, ça change la vie. Ça génère des mots de passe hyper robustes, ça les stocke de façon sécurisée et ça les remplit automatiquement quand on se connecte. Et on n'a plus qu'à retenir un seul mot de passe. Exactement. Le mot de passe maître, celui qui ouvre le coffre-fort. Bon, évidemment, celui-là, il faut qu'il soit béton, il faut bien le protéger. Idéalement, protéger l'accès au coffre-fort lui-même avec un deuxième facteur, si l'outil le propose. Logique. Passons aux autres facteurs alors. Ceux que l'on possède. Les clés USB, le téléphone. C'est quoi le top du top selon l'ANSSI?
L'idéal, c'est un objet physique qui intègre ce qu'on appelle un composant de sécurité matérielle, une puce sécurisée quoi, comme dans nos cartes bancaires ou les clés FIDO. Cette puce est conçue pour protéger la clé secrète qu'elle contient contre les attaques physiques et logicielles qui viseraient à l'extraire ou la copier. Et il faut qu'elle soit certifiée. C'est fortement recommandé, oui. Une certification critère commun ou une qualification ANSI, ça donne une assurance sur la résistance de la puce face à des attaquants compétents. Donc privilégiez les cartes à puce certifiées, les clés de sécurité FIDO2 certifiées. Si on ne peut pas, il faut au moins que la clé secrète soit bien protégée par des mécanismes logiciels, chiffrement, stockage dans le key store, keychain du système. D'accord. Et l'autre catégorie, la biométrie. Ce que l'on est. Empreinte digitale, reconnaissance faciale. C'est super pratique sur nos smartphones, mais j'ai cru comprendre que l'ANSI était plutôt frileuse. Ah oui, carrément. C'est pratique, personne ne dit le contraire, mais l'agence met en garde sur plusieurs points majeurs. Primo, nos données biométriques, elles ne sont pas secrètes. On laisse nos empreintes partout, notre visage est public. C'est vrai. Deuxio, et c'est peut-être le plus grave, si une base de données de gabarit biométrique, par exemple les modèles mathématiques de nos empreintes, est volée, on ne peut pas les changer. On ne peut pas révoquer son empreinte digitale comme on révoque un mot de passe. Une compromission peut être définitive. Aïe. Tertio. La reconnaissance biométrique, ce n'est pas du 100%. C'est probabiliste. Il y a toujours un risque de faux rejet, c'est vous, mais il ne vous reconnaît pas, ou de fausse acceptation, quelqu'un d'autre est reconnu à votre place. Ces taux d'erreur dépendent de la qualité du capteur, de l'environnement, et enfin, les systèmes actuels peuvent souvent être trompés par des leurres, spoofing. Des leurres, genre une photo. Oui, une simple photo pour la reconnaissance faciale, une empreinte en gélatine faite à partir d'une trace laissée sur un verre. Même s'il y a des contre-mesures, détection du vivant, elles ne sont pas infaillibles. Du coup, les recommandations de l'ANSSI sont très claires. La R40, ne jamais utiliser la biométrie comme unique facteur d'authentification pour quelque chose de sensible. Jamais seul. Voilà. Et si on l'utilise en MFA, R41, il faut impérativement la combiner avec un facteur considéré comme fort, typiquement un facteur de possession sécurisé. Clé FIDO, carte à puce. Et l'ANSSI insiste aussi, R42, sur la phase d'enroulement. L'enregistrement initial de l'empreinte ou du visage doit être hyper sécurisé, idéalement en face à face, avec vérification d'identité pour être sûr que ce n'est pas un attaquant qui enregistre sa biométrie sur votre compte. Bien compris. Au-delà du choix des facteurs, il y a aussi des règles générales sur leur gestion, j'imagine. Dans le cycle de vie. Oui, tout à fait. Le chapitre 3 du guide en parle. Quelques points importants. La remise initiale des facteurs, surtout ceux de possession comme une clé ou une carte, doit être sécurisée. R4, R6. Il faut éviter de les envoyer par la poste sans précaution, par exemple. Logique. Ensuite, pendant l'authentification elle-même, la communication entre le client et le serveur doit absolument être protégée par un canal chiffré et authentifié, typiquement TLS, HTTPS, bien configuré R11. Pour éviter l'écoute ou la modification. Ok. Il est aussi essentiel de journaliser toutes les tentatives d'authentification R9. Les succès, les échecs, d'où ça vient, adresse IP, quand. Ça permet de détecter des comportements anormaux comme des tentatives de force brute ou une connexion depuis un endroit inhabituel. Et pour contrer la force brute en ligne, justement, Il faut limiter le nombre d'essais erronés possibles. R1, soit en bloquant le compte temporairement après X échecs, soit en introduisant des délais de plus en plus longs ou en utilisant des mécanismes type CAPTCHA. D'accord. Et il y a un point qui va peut-être surprendre, les codes par SMS. C'est tellement courant comme deuxième facteur. Oui, c'est très répandu, mais l'ANSSI est très clair, c'est déconseillé R8. Déconseillé, pourquoi? Principalement pour deux raisons. D'une part, les vulnérabilités historiques du réseau téléphonique SS7 qui pourraient, dans certains cas, permettre à des attaquants très avancés d'intercepter des SMS. Et d'autre part, et c'est plus courant, le risque de SIM swapping. Le SIM swappé. C'est quand un attaquant arrive à convaincre votre opérateur mobile, par ruse, corruption ou en exploitant une faille, de transférer votre numéro de téléphone sur une nouvelle carte SIM qu'il contrôle. À partir de là, c'est lui qui reçoit vos SMS, y compris les codes de validation. ah oui, c'est pas terrible. Donc, si on a le choix, mieux vaut éviter le SMS pour la MFA. Clairement, si le service propose une application d'authentification sur smartphone qui génère des codes TOTP, comme OT, Google Authentificateur, Microsoft Authenticateur, ou encore mieux, s'il supporte les clés de sécurité FIDO2, c'est préférable. Ces méthodes ne reposent pas sur la sécurité du réseau mobile. Et bien sûr, il faut former les utilisateurs. Essentiel. La sensibilisation, c'est la clé.
Au risque de phishing, d'ingénierie sociale. La meilleure technologie du monde ne sert à rien si l'utilisateur donne ses codes à un attaquant. Bon, si on essaye de résumer un peu tout ça. Le message principal, c'est clair. L'époque où un simple mot de passe suffisait pour protéger un accès un peu sensible, c'est révolu. C'est tout à fait ça. Il faut une approche basée sur le risque. Mais pour tout ce qui compte vraiment, l'authentification multifacteur devient la règle. Et si possible, une MFA avec au moins un facteur fort, cryptographiquement parlant, souvent basé sur la possession d'un objet sécurisé. Et même pour les mots de passe. S'ils restent dans la boucle, il faut être beaucoup plus rigoureux. Longueur, vérification à la création, stockage ultra sécurisé côté serveur. Exactement. Et l'aide d'un gestionnaire de mots de passe côté utilisateur. Quant à la biométrie, oui, c'est pratique, mais à utiliser avec d'énormes pincettes et jamais seul. C'est quand même un sacré changement, hein, pour les entreprises, pour les développeurs et pour nous tous au quotidien. Ce guide de l'ANSSI, il est vraiment riche. On n'a fait que survoler les 40 recommandations. Et pour terminer, peut-être une question pour réfléchir. Le guide montre bien les limites de toutes les méthodes actuelles, même les plus modernes. On cherche toujours plus de sécurité, mais aussi plus de simplicité. Est-ce que l'avenir, c'est vraiment l'authentification dite sans mot de passe, passwordless, qui repose massivement sur nos appareils physiques, téléphones, clés FIDO, avec des standards comme FIDO2 ? C'est une tendance forte, oui. Mais si c'est le cas, qu'est-ce que ça implique si on perd cet appareil, s'il est volé, cassé ? Comment on récupère l'accès à notre vie numérique si tout repose sur cet unique objet ? Quelle est la solution de secours acceptable ? Voilà, matière à réflexion. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous.